You're nothing, Chancellor. Got a theory, could be bunny. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma Paris à moi, Anaïs Bordage. Ok, je sais pas si je dois bien le prendre, mais... Ouais, elle est sympa Paris, non? Oui, bien sûr, elle est très sympa. Ouais. Si vous êtes sur la route, que vous vous sentez seul, que vous avez froid, vous pouvez appeler leur nom et elles seront là. Je veux bien évidemment parler de Lorelai et Rory Gilmore qui, chaque automne, sont là pour réchauffer nos cœurs. Comment Gilmore Girls fait-elle pour être si réconfortante? D'où tire-t-elle tout son brio? Et pourquoi est-ce que tous les mecs de Rory sont aussi nazes? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est un livre qui s'appelle En studio avec les Beatles, qui a été écrit par l'ingé son des Beatles, qui raconte toute son aventure extraordinaire avec ce petit groupe pas du tout connu. Et c'est vraiment passionnant, en fait. J'ai l'impression de redécouvrir des chansons que je connais pourtant par cœur en lisant vraiment toutes les anecdotes sur la manière dont elles ont été conçues et enregistrées. En plus, il y a une petite playlist sur Spotify avec tous les morceaux dans l'ordre dans lequel ils sont mentionnés dans le livre. Donc, en fait, j'écoute ça en lisant le livre. C'est vraiment très, très chouette. Donc, si vous vous intéressez un minimum à la musique, je vous recommande vraiment En studio avec les Beatles. Et toi, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est que nous sommes toujours nommés au Paris Podcast Festival au prix du public. J'en profite, c'est la dernière fois. Vous pouvez encore voter pour nous si vous nous écoutez le jour de la sortie de ce podcast ou le samedi. On est nommés donc pour le prix du public. C'est très important que vous participiez si vous avez envie de le faire et si vous voulez nous soutenir. Le lien pour voter est dans la description du podcast. Et quand vous cliquez, c'est le numéro 18. Ça nous ferait très plaisir si vous pouviez voter pour nous. C'est très important pour nous, donc c'est très sympa. Et c'est pour amis, pas pour PIC TV. Oui, mais en vrai, c'est pour nous. Mais pour les gens qui n'écoutent que PIC TV, qui vont chercher un numéro 18, ils vont pas voir PIC TV, ils vont voir Amis, ils vont pas comprendre. Oui, mais même si vous écoutez pas Amis, votez pour Amis, c'est super. Bah oui, tout à fait. Voilà, merci. Mais aujourd'hui, on embarque pour Stars Hollow pour attaquer l'automne en beauté auprès du duo mère-fille le plus emblématique de la télé, sûrement. C'est possible. Aujourd'hui, on m'a cité Susan Myers et sa fille. J'étais là, non, calmons-nous. Gilmore Girls, c'est une série qui a été créée par Amy Sherman-Palladino, qui a été diffusée entre 2000 et 2007, qui a eu le droit à un sequel quelques années plus tard sur Netflix. Elle était diffusée sur la chaîne The WB, comme Buffy d'ailleurs à l'époque. Et aujourd'hui, elle est dispo sur Netflix en France. Anaïs, en 30 secondes, c'est quoi le pitch de Gilmore Girls? Gilmore Girls, tu l'as dit, c'est l'histoire d'une mère célibataire et de sa fille. Lorelai Gilmore, donc c'est la mère qui a eu Rory à l'âge de 16 ans. Donc, quand la série commence, Rory a 16 ans et Lorelai a 32 ans. Elle est plus jeune que nous, voilà. C'est un peu traumatisant quand je me suis rendu compte de ça. Exactement, et sa fille est en âge d'aller au lycée. Et en fait, c'est un peu la mère et la fille parfaites, mais pas tout à fait. Elles habitent dans une petite ville qui s'appelle Stars Hollow, qui est pleine de personnages très excentriques. Et elles ont des enjeux vraiment majeurs dans la vie, comme réussir un devoir d'anglais ou réussir à arriver à l'heure à un dîner. Donc voilà, c'est une série qui est pas du tout stressante et qui, personnellement, me fait augmenter ma consommation de cookies et de pizza de 300% à chaque fois que je la regarde. Donc c'est un peu dangereux pour la santé, honnêtement, enfin en ce qui me concerne. En ce qui te concerne, oui. Mais c'est vrai que c'est difficile à résumer parce qu'il n'y a pas trop d'intrigue, quoi. Si, on va reprendre. En fait, l'intrigue, c'est que dans le premier épisode, Rory est acceptée dans une école très prestigieuse, un lycée très prestigieux, privé, parce qu'elle a de très bonnes notes. Et le problème, c'est que les frais de scolarité sont très importants et surtout, il faut les payer immédiatement, sinon elle perdra sa place. Et Lorelai, qui est une mère célibataire qui se débrouille très bien, mais qui refusait jusque-là de demander la moindre aide financière à ses parents, puisqu'elle s'entend pas très bien avec eux depuis qu'elle est tombée enceinte à 16 ans et qu'elle est partie vivre sa vie, n'a pas d'autre choix que de demander à ses parents très très riches de l'aider.
Et en échange, ses parents lui disent « Ok, mais toi et Rory, vous devez venir dîner chez nous tous les vendredis soirs. » Et donc, il y a un conflit de génération entre les deux, il y a un conflit de classe et il y a des rapports très froids, très tendus, puisqu'ils se connaissent à peine, ils connaissent pas Rory depuis des années, puisqu'ils la voient jamais. Et donc, ça va instaurer un petit peu le rythme de la série, ça va permettre à Rory d'arriver dans une nouvelle école et aussi de montrer un petit peu les rapports de toute cette famille au fil de la série. Tout à fait, bien résumé. C'était pas 30 secondes, mais... Non, mais bon, c'est pas moi qui vais te lancer la pierre. C'est quoi ton rapport à la série, Anaïs ? Moi, je l'ai découverte assez tard. C'est une série qui passait au début des années 2000, donc que plein de gens ont regardé quand eux-mêmes étaient au lycée. Moi, c'était pas mon cas. Je l'ai découverte quand j'étais déjà adulte et qu'elle est arrivée sur Netflix en France. Et j'ai tout de suite adoré, parce que je l'ai découverte tout de suite en anglais, j'ai adoré l'écriture, et j'avoue que j'ai tout bingé la première fois, quasiment, je pense que ça m'a fait peut-être 2 mois de pur bonheur. Et depuis, souvent à l'automne, je rebinge la série, ou en tout cas les premières saisons, parce qu'après ça devient un peu nul. Mais je trouve que c'est une des séries les plus réconfortantes que je puisse regarder. Je sais que toi, par exemple, tu vas te tourner vers Friends ou des sitcoms, souvent pour tes petits marathons du dimanche soir. Moi, c'est vrai que Gilmore Girls joue totalement ce rôle-là pour moi. Et comme je le disais, personnellement, moi, je suis physiquement incapable de ne pas manger quand je regarde Gilmore Girls parce qu'elles sont tout le temps en train de manger en plus des pancakes ou des burgers, des frites, des pizzas, enfin que des trucs très, très malsains et très américains. Et donc, ça me rend toujours hyper nostalgique en plus de la malbouffe que je mangeais aux États-Unis et ça me donne toujours très, très faim. Donc, c'est très, très compliqué pour moi. Et même là, cette semaine, j'ai fait que manger de la merde en regardant Gilmore Girls. Et toi, c'est quoi ton rapport à la série ? Alors moi, je l'ai découverte à l'époque de cette diffusion à la télé en France, sur France 2. Donc j'étais adolescente. Je l'ai regardée de façon assez dilettante. Je l'ai redécouverte après sur Netflix. Je l'ai jamais bingée, vraiment, et je l'ai jamais complètement finie. J'ai un rapport un peu particulier à Gilmore Girls parce que c'est un peu ma vie. Enfin, c'est pas ma vie, mais c'est-à-dire que j'ai été élevée par une mère célibataire qui m'a eu jeune. Elle m'a pas eu à 16 ans, mais elle venait tout juste d'avoir 24 ans. Et j'ai un rapport, c'est-à-dire que je me reconnais énormément dans la relation entre Rory et Lorelai. Je trouve que c'est d'ailleurs un des aspects que j'aime le plus dans la série, mais du coup, ça veut aussi dire que, comme je me reconnais vraiment beaucoup dedans, il y a d'autres aspects qui m'énervent parce que je peux pas me projeter complètement, en fait. C'est-à-dire que le personnage de Rory, par exemple, a tendance à me taper sur le système, et comme c'est un peu moi dans ce scénario, j'atteins très vite mes limites, en fait. Mais j'ai vu, je dirais, les 4 premières saisons entièrement. J'aimais bien suivre les aventures de Rory, et surtout Jess, Logan, tout ça. Mais j'ai un rapport un peu plus ambivalent que le tien, je pense. Alors que je pense que pour moi, un des grands plaisirs de la série, c'est le fait que c'est un fantasme total. C'est vraiment déjà une relation mère-fille qui est... je sais pas si on dirait qu'elle est équilibrée, mais elle est assez saine et idyllique. C'est-à-dire que souvent, quand on a 16 ans, son rapport avec sa propre mère peut être compliqué. Et là, c'est pas du tout le cas. Elles sont meilleures amies, c'est ce qu'on nous dit souvent dans la série. Et Lorelai, comme c'est une mère très jeune, elle est tout le temps en train d'encourager Rory à se décoincer, limite, alors que souvent, on a une dynamique inverse avec les parents. Là, elle lui dit tu devrais porter des jupes plus courtes, tu devrais moins étudier. Elle est très permissive, mais pas non plus en étant irresponsable. Et elles partagent énormément de goûts en commun toutes les deux. Donc il y a un côté vraiment hyper fantasmé, je pense, pour beaucoup de téléspectateurs de cette série, de se dire c'est un peu ce qu'on rêvait d'avoir quand on avait 16 ans avec ses parents. Et toi, c'est ce que tu avais, Marie? Non, mais c'est ça. Enfin, j'avais la mère cool, quoi. C'est-à-dire que c'était connu auprès de mes amis, c'était le cas. J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. Le fait d'être amie en plus que d'être mère et fille, il y en a plein qui vont peut-être froncer les sourcils sur ça parce qu'on n'est pas censé être amie avec sa mère. Moi, je le suis. Non, après, moi, je suis amie avec ma mère aussi. Mais oui, mais je pense déjà à l'époque. Quand t'es adolescente, t'es plus, tu lui dis laisse-moi au coin de la rue parce que je veux pas que mes potes te voient. Non, mais c'est ça. Moi, c'était un plaisir de passer le samedi soir avec ma mère. Et on avait plein de rituels. Enfin, c'est ça, en fait, que je reconnais dans la série et que je trouve très bien écrit. Déjà, j'avais pas vu de représentation aussi positive de la monoparentalité à l'écran avant. Je pense qu'il y a eu, plus tard, il y a eu Desperate Housewives avec Susan Meyer, mais Susan Meyer, elle est complètement folle et elle est irresponsable. Alors que Lorelai, elle est marrante, elle est fun, mais c'est toujours une source de stabilité et de réconfort pour sa fille. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me reconnais, c'est-à-dire, et c'est une description
de la monoparentalité qui est extrêmement positive. C'est-à-dire qu'elles ont une relation qui est très enrichissante et très aimante et pleine de créativité. Et comme tu dis, elle est limite, ça a l'air d'être un fantasme de relation mère-fille. Et donc moi, voir ça à l'écran, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très gratifiant. Mais c'était pas fantasmé parce que limite, je trouve que ma relation avec ma mère est mieux, mais... Parce que je trouve que le portrait de Rory est un peu trop fille parfaite. C'est-à-dire qu'elle fait un peu petite fille modèle et tout ça. Et donc ça, j'ai du mal à me projeter. Mais par contre, dans la description de la monoparentalité, par exemple, les rituels, le fait qu'elles aient leur rituel plateau télé, à regarder des films. Moi, avec ma mère, on se regardait toujours des films. On avait les soirées crêpes du samedi soir où on regardait Buffy. Il y a plein de trucs comme ça où je me reconnais tellement dedans sur le rapport aussi, les blagues en commun, le fait qu'on les confonde pour des sœurs parfois, et qu'il y a un rapport qui est très égalitaire en fait, où il n'y a pas de verticalité. Ça, je trouve que ça, la série le montre très très bien et le décrit très bien. C'est-à-dire qu'à la fois, la mère est une présence rassurante et responsable, mais qu'elle a une complicité avec sa fille et que même parfois, il y a une inversion des rôles où la fille peut être plus mature que la mère sur certains aspects. Et donc tout ça, je trouve que c'est très bien écrit. Et ça correspond parfaitement à ce que moi j'ai connu. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la série et dans lequel je me reconnais vraiment beaucoup quand je le regarde, quoi. Et c'est la source de conflit un peu central dans la relation entre Rory et Lorelai dans toute la série. C'est ce conflit entre justement meilleures amies et fille-mère. C'est-à-dire que parfois elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas être entièrement juste amies. Oui, parce qu'il y a une question de responsabilité voilà, et d'amour maternel dans l'histoire et protecteur. Mais en même temps, elles ont une complicité qu'il est rare de voir effectivement dans des relations de ce genre. Moi, il y a un épisode qui illustre très bien ce côté fantasme. C'est quand Rory fait son premier jour à la fac. Donc, c'est très difficile pour elle puisque c'est la première fois qu'elles vont être séparées comme ça. Et Rory fait un peu son entrée dans la vie d'adulte. Lorelai décide de rester la première nuit dans le dortoir avec Rory et avec toutes les filles, avec ses colocs. Et elle décide de commander de la bouffe dans tous les restaurants qui livrent dans la région, enfin dans la zone autour de Yale, pour pouvoir tester. Et elle crée un tableau. Elle invite tout le monde, en fait, toutes les meufs de la fac, et elle dit, vous notez chaque plat que vous goûtez, et comme ça, d'ici demain, on saura quels sont les meilleurs endroits pour commander. Et c'est très important pour ma fille de savoir où est-ce qu'elle va pouvoir commander sa bouffe. Et ça, c'est un truc tellement fantasmé, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas faire ça. Oui, puis même financièrement, voilà, c'est ça un autre coûte univers, beaucoup d'argent, et il y a vraiment des montagnes et des montagnes de bouffe en tout genre, mais c'est hyper réconfortant à voir, en fait, parce qu'il y a un côté très fantasque, et justement, d'imaginer pratiquement qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire son premier soir à la fac où justement on est loin de ses parents pour la première fois et tout. En fait, on a sa mère qui va commander tous les types de bouffe possibles et en plus nous aider à nous intégrer avec les autres meufs. Il y a un côté vraiment fou et génial là-dedans qui moi me plaît beaucoup et j'adore quand ils font des trucs comme ça en fait. Quand Lorelai dit un peu tout est permis, il y a un côté très réconfortant, comme tu dis, les soirées pizza devant la télé où elles se disent en fait on s'en fout, on commande des burgers, des pizzas, du chinois et on va beaucoup trop manger et il n'y a pas de règles. On fait un petit peu ce qu'on veut et on va s'endormir devant la télé. C'est vrai que ça donne envie de faire pareil. Avec ma mère, on appelait ça les soirées mauvaise vie. Voilà. C'est les soirées où on mange n'importe quoi et on boit du champagne aussi. Voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un côté hyper réconfortant là-dedans, quoi. Totalement. Donc on l'a dit, on l'aura compris, au cœur de la série, il y a ce duo. Lorelai, tu la décrirais comment ? C'est une femme déjà qui a énormément de répartie, qui a beaucoup de caractère et qui est un peu une femme enfant puisqu'elle a été forcée de grandir trop vite en ayant Rory très jeune. Déjà, elle est très fantasque, elle a beaucoup d'imagination et de créativité, comme tu le disais, mais ça s'exprime aussi par des goûts, parfois un petit peu puérils, mais ça la rend très attachante, c'est-à-dire que son réveil a de la fourrure et miel, elle adore les couleurs très vives, elle a un côté, parfois moins responsable que Rory elle-même, puisqu'on sent qu'on lui a un petit peu volé son enfance. Et donc, elle veut vivre une vie d'adolescente à travers sa fille, et ça la rend très très fun. Non, mais tu l'as très bien décrite. Moi, c'est un peu je pense que c'est mon personnage préféré dans la série, ou en tout cas, c'est celle que j'aime le plus. Et c'est celle qui est la plus fun à regarder, quoi. Où elle a vraiment l'écriture du personnage de Lorelai est vraiment très, très agréable, quoi. It's 6 o'clock. I know. On Saturday morning. That's right. It's 6 o'clock on Saturday morning. Do you want to wear Docs or sneakers? I want to wear slippers. Up, please. Rory, my heart. It is Saturday, the day of rest. Sunday's the day of rest. No, Saturday's the day of pre-rest. Pre-rest? Yeah, so that way when you actually get to Sunday, you're rested enough to enjoy your rest.
Elle est très clairement inspirée par Amy Sherman-Palladino. Et quand on voit les photos d'Amy Sherman-Palladino, la manière dont elle s'habille, le fait qu'elle est aussi brune, enfin, elle a les cheveux noirs, tout ça. Et ça a été confirmé par elle et son mari. Le personnage vient vraiment d'elle. Donc, on sent aussi elle y a un peu mis toute son âme dans l'écriture de ce personnage. Et il faut préciser qu'elle est jouée par Lauren Graham, qui est vraiment excellente dans le rôle, et je pense que c'est une des meilleures aussi du casting, et c'est pour ça qu'elle est si agréable à regarder. C'est un peu inégal aussi parfois dans le reste du casting, et notamment en ce qui concerne Rory, mais elle a une énergie en fait qui est vraiment captivante. Comment tu décrirais Rory justement ? La personne la plus pénible qui soit. Elle est tout le temps en train de parler comme ça avec une petite voix, elle est tellement pure et elle sait pas, mais en même temps elle est très intelligente, mais vraiment elle sait pas, mais elle manipule tout le monde. Voilà, elle est insupportable. Je la trouve mignonne, mais effectivement, elle me tape un peu sur les nerfs à la longue quand je regarde trop d'épisodes à la suite. Et après, moi, je la préfère quand elle est justement plus jeune, dans les premières saisons, parce qu'elle a ce côté un peu Bambi. On comprend son innocence, quoi. Après, c'est un peu surjoué, quoi. Après, disons qu'elle essaye de se donner un peu plus de caractère et de ressembler un peu plus à sa mère. Enfin, en tout cas, ils essayent de l'écrire comme ça, mais ça marche moins bien. Il faut dire aussi que Alexis Bledel, qui la joue, elle avait aucune expérience quand elle a été castée. Et c'est un peu inégal. Elle a une très très bonne alchimie avec Lauren Graham et c'est pour ça que leur duo fonctionne très bien. Mais parfois, elle est un peu plate dans sa manière de jouer. Et effectivement, elle a ce côté un peu mal dans sa peau, tout le temps un petit peu à pas savoir quoi faire de ses bras et à être un peu première de la classe qui veut absolument tout réussir, qui peut être un petit peu agaçant. Mais en fait, ce que j'aime bien dans les premières saisons, c'est que la série en joue, c'est-à-dire que sa mère se moque tout le temps d'elle pour ça. Ses amis aussi la chambrent un peu sur le fait qu'elle veut en faire des caisses et qu'elle est trop première de la classe. Donc ça équilibre un petit peu. Je trouve que dans le reste de la série, le problème, c'est qu'effectivement, ça commence à devenir un peu usant et qu'elle est moins remise à sa place là-dessus. J'ai beaucoup de mal avec la minauderie en général et elle minaude tout le temps. Je trouve qu'en fait, c'est son jeu, c'est qu'elle minaude. Elle est hyper jolie, évidemment, et tout ça. Et elle a un côté un peu innocent avec des grands yeux comme ça, écarquillés. Après, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un truc de transfert sur ce duo mère-fille où forcément, j'ai envie de dire, bah non, elle devrait être un peu cynique et donner des ordres à sa mère parce que c'est la façon dont, moi j'étais ou des choses comme ça. Donc c'est complètement subjectif. Mais je la trouve un peu pénible et je trouve que sous ses airs de gentille fille très pure, elle a des moments assez vilains, je trouve, où elle s'abrite un peu justement derrière cette innocence un peu feinte. C'est ça qui me dérange chez elle. Et il y a un truc aussi où tout le monde est émerveillé devant ce duo mère-fille dans la série aussi, c'est-à-dire que tout le monde est totalement charmé et je le comprends plus vis-à-vis de Lorelai que vis-à-vis de Rory. Après, bon, évidemment, les hommes sont ce qu'ils sont et donc une fille très jolie qui a l'air intelligente mais en même temps complètement naïve et innocente, ça plaît. Donc voilà. Mais tu veux dire, tu comprends pas que les gens la trouvent attirante ? Je comprends de façon pragmatique qu'ils la trouvent attirante, mais je trouve que le côté tout le monde tombe un peu sous son charme, je trouve ça pénible à la longue, quoi. Ouais. Après, c'est la nature de la série aussi, c'est-à-dire que c'est pas une série où il y a des conflits majeurs. Les personnages sont pas non plus hyper bousculés. C'est pour ça que t'aimes bien aussi, c'est ça qui la rend réconfortante et tout ça. Mais du coup, je trouve que le personnage de Rory, parfois, j'aimerais bien l'avoir un petit peu plus bousculé pour qu'elle puisse grandir un peu aussi, quoi. Après, ça arrive dans la série, mais c'est vrai que c'est pas, y a pas de conflit majeur. Et d'ailleurs, c'est un peu une des critiques principales qu'on pourrait faire à la série, c'est que, en gros, c'est une série quasiment de science-fiction. Dans ce qu'elle raconte de la famille, de l'Amérique, enfin, dans l'univers de Stars Hollow, qui est complètement protégé de tout conflit. Et en fait, elles ont toutes les deux ce truc de on est indépendante, on se débrouille toute seule, justement, on veut pas demander de l'aide financièrement, tout ça, on s'est construite par nous-mêmes. Mais en même temps, tous les gens qui les entourent sont extrêmement riches. Et au final... et même elles sont aisées, quoi. Disons qu'elles se débrouillent très bien dès le début, mais surtout à partir du moment où le pilote commence, elles ont de l'aide financière, enfin déjà de la part des parents, mais aussi ensuite la moitié des petits amis qu'elles vont avoir l'une comme l'autre sont des mecs extrêmement bourgeois. Et donc elles n'ont jamais vraiment de problèmes financiers. C'est ça qui fait aussi le charme de la série, parce qu'elles n'ont pas de vrais problèmes. Mais du coup, la série appuie tellement sur le côté on est des femmes populaires et justement on s'est extirpé un petit peu de ce milieu étouffant, bourgeois, des parents de Lorelai. Mais en fait, elles
elles y reviennent tout le temps et ça crée aussi énormément de fantasmes. Enfin, le fantasme, il vient de là aussi, c'est-à-dire qu'au final, elles sont traitées comme des princesses par tout le monde. Oui, et puis elles ont le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elles peuvent être perçues comme des femmes du peuple tout en n'ayant pas du tout cette vie-là, quoi. Mais après, la série le rappelle aussi, c'est-à-dire que le personnage de Logan, à un moment, il le dit à Rory, parce que lui, c'est un fils à papa qui est la 3e génération de mecs à aller à Yale, son père et son grand-père y étaient et tout. Et quand Rory lui fait remarquer, il lui dit mais c'est pareil en fait, tes grands-parents ils ont nommé un bâtiment sur le campus. Donc la série n'est pas non plus complètement aveugle par rapport à ça. Même dans le premier épisode, honnêtement, Lorelai qui dit qu'elle s'est débrouillée toute seule avec sa fille. Je suis là, t'as eu une fille à 16 ans. T'as commencé comme, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a commencé comme gouvernante dans un hôtel et tout ça. T'es pas propriétaire de ta maison à 32 ans, en fait. C'est pas possible aux États-Unis. Non, mais c'est vrai, même les frais médicaux et tout ça, c'est juste pas possible. Quand on la rencontre, elle est gérante d'un hôtel, quoi. Donc, il y a quelque chose où, évidemment, il faut s'asseoir un petit peu sur la crédulité. Exactement. Après, c'est totalement OK, hein. C'est-à-dire que c'est ça qui est super aussi. C'est que parfois, on a envie d'être embarqué dans un univers différent. Mais c'est vrai que quand la série essaie d'avoir un discours là-dessus, c'est un petit peu risible. Mais ça reste très, très charmant. Et c'est justement ça qui fait partie du charme. Si on avait des vrais problèmes financiers au milieu, ce serait beaucoup moins une source d'évasion dans laquelle se plonger tous les automnes, quoi. Ouais. Et ce qui permet, je trouve, d'équilibrer énormément le côté un peu niais que la série pourrait avoir, c'est les réparties et le côté très cynique de certains personnages. Bon, déjà, Lorelai est quand même très, très sarcastique. Enfin, ils le sont tous, hein, même Rory. Mais elle, c'est vrai qu'elle peut pas s'empêcher, en fait, de faire des sarcasmes à longueur de journée. Et puis, il y a les personnages des grands-parents. Émilie et Richard. Et moi, personnellement, je les adore aussi parce que justement, eux, ils sont, c'est les parents très coincés. Alors là, on est vraiment sur old money. Ils ont des gouvernants, des servantes à chaque fois. En plus, ils les traitent de manière odieuse. Ils ont une immense maison qui est vraiment, avec les vieux canapés, les tapisseries un peu anciennes, tout ça. Et en fait, ils sont vraiment, ils jugent énormément Lorelai sur son mode de vie et justement sur son côté un peu décoincé. Mais ça crée un clash qui est très, très drôle. Et moi, j'adore tout le temps les scènes de dîner puisque ça rythme chaque épisode, le vendredi soir, tout ça. Et c'est souvent là où il y a des conflits, mais c'est aussi là, justement, où il y a des réparties qui volent de manière extrêmement rapide entre tous les personnages. Et ça permet de faire un petit peu redescendre le niveau de niaiserie et de bonbons sucrés de la série. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, je suis totalement d'accord. Enfin, moi, c'est mes moments préférés et je trouve que le personnage d'Emily est particulièrement savoureux. Elle est très, très marrante parce qu'elle est mordante, quoi, et qu'elle est pas du tout charmée par sa fille. Donc déjà, ça fait un grand changement par rapport au reste. Après, il reste toujours cette dissonance même dans ces scènes-là parce qu'évidemment, on est amusé et on est du côté de ce couple qui, comme tu le dis, traite les gens qui travaillent pour eux comme de la merde. Donc, il y a quand même un petit truc un petit peu gênant là-dedans et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça passerait beaucoup moins bien, quoi. Ouais. Mais oui, ils sont très, très réjouissants, c'est sûr. Et puis, il y a Sookie aussi. Ouais. C'est OK. C'est ça. Non, mais c'est vrai que le casting joue quand même beaucoup. Les acteurs qui jouent Emily et Richard sont excellents. Et dans le rôle de Sookie, on a Melissa McCarthy, qui depuis est devenue évidemment une énorme star et qui a pu montrer qu'elle pouvait opérer dans un registre très différent parce que maintenant, on la connaît comme une actrice qui va souvent jouer des rôles très vulgaires, très but de décoffrage, parfois même assez virils. Alors que là, en fait, Sookie, dans Gilmore Girls, c'est un personnage extrêmement solaire. Ouais, puis sucré, quoi. Enfin, c'est le personnage le plus sucré. Même, elle est tout le temps en train de faire des pâtisseries. Des gâteaux, ouais, c'est ça. Puisque c'est la cuisinière de l'hôtel où travaille Lorelai, et elles sont aussi donc meilleures amies, enfin, en dehors de Lorelai et Rory. Et elle est tout le temps en train de cuisiner. Elle est passionnée par son métier, et d'ailleurs, elle cuisine très bien, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Et effectivement, c'est un personnage qui fait que glousser, qui est extrêmement romantique, qui est très souriante. Et donc, elle, oui, c'est l'inverse de Emily et Richard. Elle est vraiment très, très douce et... elle est toute en rondeur, même physiquement, mais c'est vraiment dans son personnage aussi. C'est-à-dire qu'elle a ce côté, oui, elle est hyper... sucrée, quoi. Mais en fait, elle s'ajoute un peu à la galerie de personnages de Stars Hollow, où c'est vrai qu'ils sont tous assez excentriques. Et si on avait une série entière sur chacun de ces personnages, je pense qu'on se défenestrerait parce qu'ils sont vraiment à prendre à petite dose. Et Sookie, c'est pareil, en vrai. Hein. Oui, de ouf. Mais, moi, il y en a un qui m'insupporte. C'est Kirk. Ah non, Kirk, je le trouve marrant. Ah, c'est qui ? C'est Michel, là. Ah ouais, le faux j'adore français, Michel. Le faux français, c'est pas possible, en fait.
qui font des références à la France qui n'ont ni queue ni tête, qui ne veulent rien dire, et qui sont fausses. Genre quoi? C'était sur la remise de diplôme Ah oui, bah oui. de Rory, et il demande à Michel comment ça se passe en France. Il dit en France, on est habillé comme. J'étais là, il n'y a pas de remise de diplôme. Du coup, en France, tu passes ton bac et tu vas regarder devant le lycée la liste et puis tu pleures ou tu es content. C'est clair. Oui, mais bon, après, on se doute bien que. Enfin, je pense que même les spectateurs américains se doutent bien qu'il n'y avait pas. Il dit il y avait un orchestre qui jouait parce qu'en France, tout est très raffiné. Enfin, on sait que c'est totalement du bullshit. Bah, franchement, Anaïs, je parierais pas sur tous les spectateurs américains qui le comprennent. Ouais. Non, mais moi, j'adore Michel parce que justement, il est aussi très cynique. Donc, son trait de caractère principal, c'est qu'il tire tout le temps la tronche. C'est qu'il est français. Ouais, c'est qu'il est français. L'acteur n'est pas français d'ailleurs, c'est un faux accent, ça m'énerve. Ouais, il parle avec un accent à couper au couteau, mais voilà, il est toujours de très mauvaise humeur. Il est très snob. Il a un poil dans la main et il est tout le temps en train d'essayer de faire redescendre un peu Rory et Lorelai sur Terre. Donc moi, je l'aime bien pour ça, parce qu'il joue un petit peu ce rôle. Et s'il y avait que des personnages comme Sookie, par exemple, qui sont tout le temps un peu la tête en l'air, en train de faire des gâteaux, ce serait insupportable. Michel, c'est comme la meuf qui joue de la harpe dans la première saison, qui d'ailleurs a joué un très grand rôle après dans Mrs. Maisel, puisqu'elle jouait le rôle de l'agent de Mrs. Maisel. Voilà, qui fait tout le temps la gueule. Elle s'appelle Bronstein, comment ça s'appelle Alex Bronstein. Alex Bronstein, l'actrice. Elle a reçu un Emmy pour le rôle. J'aime bien ces personnages comme ça qui sont extrêmement négatifs en fait, parce qu'ils permettent d'équilibrer un petit peu le pH de la série. Et il y en a d'autres. Il y a Luke, le patron du diner, dont on va reparler un petit peu plus tard, puisqu'il n'est pas que patron du diner. Mais il y a aussi, par exemple, moi j'aime beaucoup voir Taylor et Kirk, qui sont en vrai insupportables, qui sont des habitants de la ville. Mais qui sont extrêmement drôles à petite dose. Kirk, qui est joué par Sean Gunn, qui est le frère de James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs... qui a un rôle dans les Gardiens de la Galaxie aussi. Il est vraiment très, très drôle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le premier épisode, il joue un autre rôle dans Gilmore Girls. Et on sent qu'il a tellement plu à l'équipe qu'ils ont voulu le garder. Et donc, ensuite, il devient Kirk à partir du 2e ou 3e épisode. Et la blague récurrente avec lui, c'est qu'il a toujours un métier différent. Dans chaque épisode, il a pas d'amis. Voilà, il est en train de faire un truc nouveau. Il est extrêmement bizarre et gênant. Il est très désagréable avec tout le monde. Mais Sean Gunn est hilarant. Il a un très bon timing comique. Donc, il est tout le temps un peu en train de mettre des bâtons dans les roues aussi aux autres personnages. Donc, je l'aime beaucoup. Il y a Miss Patty aussi. Miss Patty qui est la prof de danse et qui sait tout sur tout le monde dans cette ville. Donc, ouais, c'est la commère. Ouais, qui est aussi une diva, en fait. Elle a tout le temps un porte-cigarette ou un éventail. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Amy Sherman-Palladino, je pense qu'elle a fait de la danse pendant longtemps. Et elle avait fait après une série que moi j'avais beaucoup aimée sur des danseuses classiques qui s'appelait Bunheads, qui se passait en Californie dans une petite ville aussi, plein de quirks et tout ça, sur des adolescentes qui sont amies et qui font de la danse classique entre elles. Et la série avait été annulée assez vite, mais elle était vraiment super. Et je crois qu'elle en prépare une autre aussi sur l'univers de la danse classique. Donc elle a un truc, on le sent déjà dans Gilmore Girls, il y a quelque chose autour de la danse classique quand même. Je crois aussi que la meilleure amie d'Amy Sherman-Palladino est asiatique et la meilleure amie de Rory dans Gilmore Girls est asiatique, c'est Lane. Elle s'appelle Lane, elle est coréenne. D'ailleurs, je trouve franchement les blagues sur... les Coréens dedans, au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est une Coréenne qui les fait que ça passe mieux, parce que les blagues sur... Je suis allée en Corée, en fait, la nourriture est pas dégueulasse, des trucs comme ça, où au bout d'un moment, c'est un peu lassant, et je trouve que c'est un peu lourdingue aussi. On sent qu'elle est en rébellion contre sa famille, donc c'est compréhensible. Mais Lane est vraiment en rejet de son héritage coréen pendant au moins les premières saisons. Je sais pas si ça évolue après. C'est une blague récurrente et au bout d'un moment, c'est un petit peu lourd, je trouve. Et par exemple, quand sa mère fait des sandwichs pour le marathon de danse, la blague, c'est que les sandwichs sont dégueulasses. Enfin, la cuisine coréenne, c'est délicieux déjà. Et puis, ce serait bien de pas se foutre de la gueule de toute une culture, quoi. Surtout, le plus gros problème avec Lane et sa mère, c'est qu'il y a quand même des gros clichés racistes dans l'écriture de ces personnages. La mère de Lane est extrêmement stricte. Et religieuse. Voilà, très religieuse. Et effectivement, elle pense que le rock, c'est la musique de Satan. Elle veut pas que Lane mange des barres chocolatés ou qu'elle fréquente des garçons, à moins que ce soit des futurs médecins coréens. Donc, c'est un personnage qui pourrait pas être écrit de cette manière aujourd'hui parce que ça véhicule énormément de clichés sur la mère dragon qui est extrêmement stricte. Et donc, tout l'arc de Lane dans la série, c'est vraiment le fait que sa mère lui laisse rien passer. Et on comprend que ça a été construit pour justement être un peu le miroir de la relation entre Rory et Lorelai et de montrer qu'il y a des relations mère-fille qui peuvent être beaucoup plus compliquées et beaucoup moins basées
sur la confiance, mais le fait d'avoir donné ça à une famille coréenne, c'est... Oui, c'est même assez moche, je trouve. Ouais, et en plus, il y a le personnage donc, de Mrs. Kim qui devient un peu plus complexe et un peu plus attachante dans les saisons de la fin, mais qui a un accent très fort. Donc franchement, parfois c'est un petit peu compliqué à revoir. Après, ce qui est chouette, c'est que effectivement dans la deuxième partie de la série, elle se rapproche un petit peu de Lorelai et elle arrive à comprendre un petit peu la perspective de Lorelai. Et Lorelai la conseille même puisqu'il y a une grosse fracture entre Lane et sa mère et elle part de chez elle, Lane. Et Lorelai va l'aider un petit peu et va aider sa mère à se réconcilier avec elle. Mais bon, même ça, il y a un côté condescendant. Ouais, exactement, c'est hyper condescendant. En fait, c'est la mère américaine blanche qui a tout compris, qui explique à la mère immigrée comment être bienveillante envers sa fille, quoi. Bon, les attraits de la série, on en a un peu parlé, mais déjà, c'est l'automne. C'est l'attrait principal de la série, c'est l'automne. Et puis parfois, il neige aussi. Oui, il pleut jamais, parce que c'est, encore une fois, on est dans un univers de science-fiction, et même quand il neige, ils portent juste de légers petits manteaux, ils sont jamais trop couverts, et c'est vraiment de la neige hyper agréable et romantique. Mais ouais, c'est vraiment la série parfaite pour la période actuelle, qui donne envie de s'emmitoufler un petit peu sur le canapé, et qui retranscrit parfaitement ce que ça fait justement quand il y a les premiers flocons ou quand il y a les premiers jours un petit peu froids et où la nuit tombe plus tôt et on a envie de réconfort en fait. C'est exagéré évidemment, mais c'est une petite ville du Connecticut et pour avoir pas mal passé de temps parce que c'est un classique quand tu vis à New York, tous les automnes en fait tu passes plein de week-ends soit dans le nord de l'état du New York soit dans le Connecticut. Il y a quand même plein de petites villes qui sont comme ça, en fait. Alors, sans Miss Patty et sans Kirk et tout ça, c'est totalement exagéré. Mais la petite ville hyper mignonne, avec les arbres, avec les feuilles de toutes les couleurs, avec le petit café au coin, la petite librairie et tout ça. Ouais, la petite pâtisserie, les petits commerces très romantiques, en fait. Ça, c'est vraiment le truc où c'est le classique, où tu vas brocanter dans ces villes-là, où tu vas prendre un brunch après avoir fait une petite rando ou des choses comme ça. Et quand tu connais un peu ce genre d'univers, c'est vrai que le voir à l'écran, il y a quelque chose d'hyper réconfortant et qui capture très très bien cet esprit-là, quoi. Qui est un peu la raison pour laquelle aussi les Américains sont totalement fans de l'automne. C'est parce que ils ont des endroits dans leur pays où vraiment on sait comment vivre cette saison. Et puis aussi parce qu'ils ont Halloween et Thanksgiving qui sont deux fêtes merveilleuses. C'est clair. Bon, il y a la bouffe, on en a parlé. C'est une série qui me donne très faim et qui me donne envie d'être très irresponsable concernant mon régime alimentaire. Et je pense qu'il y a aussi un aspect très nostalgique. Moi, surtout en l'ayant découvert à l'âge adulte, le fait de voir une série comme ça qui se déroulait au début des années 2000 et de voir les décors et les costumes m'a rendu tout de suite très nostalgique parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très très proche de la manière dont moi j'ai vécu mes années 2000 en fait. Juste parfois il y a des carafes d'eau ou des objets, des bols dans la maison de Lorelai et Rory que j'ai eu en fait, que mes parents ont eu. Il y a des tenues que porte Rory que j'ai moi-même portées. Donc il y a vraiment quelque chose de très très spécifique et en plus même les petits problèmes que Rory a, moi c'est pour ça je pense que je l'aime un petit peu plus que toi parce que je me reconnais dans le côté première de la classe et dans le fait que ses enjeux c'est souvent juste réussir à rendre un devoir maison à temps ou réussir à être assez bonne à l'école, tout ça, et en même temps c'est présenté comme des enjeux absolument catastrophiques dans l'univers de la série, c'est-à-dire qu'il y a un épisode où elle arrive en retard à un contrôle le matin et c'est vraiment une catastrophe et c'est extrêmement anxiogène à regarder. Et donc j'aime bien ça en fait, le côté très vie quotidienne des années 2000, c'est-à-dire que j'y pensais, tu vois, en voyant Malcolm ou d'autres séries qui ont été diffusées à ce moment-là où en fait on est sur du quotidien mais on est quand même sur de la sitcom où du coup il y a beaucoup d'humour de situation et des choses qui sortent totalement de l'ordinaire. Et en fait dans Gilmore Girls on n'est que dans de l'ordinaire, qui est embelli, évidemment, mais on n'est que sur des situations totalement banales. C'est aller à l'école, aller au travail, aller dîner avec ses parents. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un côté très, très chouette. C'est un peu comme les Sims, c'est-à-dire qu'on voit une autre version, une version un peu alternative de notre vie. Et faut aussi préciser un truc, c'est que la série a été diffusée donc à partir de 2000. Elle a failli être annulée après sa première saison et les audiences ont explosé à partir de la deuxième, qui a été diffusée à partir de début octobre 2001, juste après les attentats du 11 septembre. Et donc, je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ce côté très réconfortant et nostalgique, et d'autant plus pour les Américains qui venaient de subir un des plus gros chocs de leur histoire. Voir une ville comme ça où il y a que de la bienveillance, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde laisse sa porte ouverte, il est jamais question de politique, de sécurité, d'intolérance, etc. Je pense que ça a joué énormément dans la popularité de la série au moment où elle a été diffusée. Oui, non, mais ça c'est sûr. Et puis même aujourd'hui, ça reste, si tu parles aux
aux américaines, surtout de notre génération, c'est un classique qu'elle revisite tous les ans à l'automne, quoi. Enfin, c'est vraiment très, très, très courant d'avoir ça. Et c'est vraiment même sur Twitter ou des choses comme ça, t'as toujours des mèmes qui ressortent avec les gens qui disent ça y est, c'est la saison. Dès le 1er septembre, elles allument Gilmore Girls. Avec le café. Non, parce que c'est une série post-11 septembre, mais quand tu la vois, t'as l'impression que c'est une série qui raconte le monde pré-11 septembre. Genre l'innocence un peu américaine dont on parle souvent, qui a été perdue après cette époque-là, a été un petit peu capturée par cette série. L'innocence fantasmée, mais... Oui, totalement. Ce qui est cool aussi dans la série, c'est qu'il y a énormément de références pop culture. Elles adorent les références aux parrains. Donc, j'aime comme beaucoup. Toi. Exactement. C'est des grandes, grandes consommatrices de séries et de films, surtout. On les voit toujours voir des films. D'ailleurs, elles ont un ciné dans leur ville qui est incroyable, où c'est des espèces de canapés où tu peux t'asseoir. Les dialogues sont toujours remplis de références pop culturelles. Et en fait, quand tu les saisis, c'est hyper plaisant parce que tu as l'impression d'être inclus dans la blague et dans la référence. RuPaul doesn't need this much makeup. Have you not seen The Shining, Mom? Off with their heads. Yeah. Oprah, Rosie, or one of the women from The View. Shania Twain's I Feel Like a Woman. That was a pretty Freaky Friday moment we had back there. Lucy, I'm home! Living la vida loca. Suki! Shake a bum bum, shake a bum bum. Hey. Et c'est aussi une façon entre la mère et la fille de communiquer, quoi, et d'avoir des blagues communes et des choses comme ça. Moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans la série et que je reconnais aussi dans mon expérience. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça qui l'a rendu culte aussi parce que c'est une série de pop culture qui arrive à parfaitement retranscrire ce que ça fait d'être obsédé par la pop culture, puisque ces deux personnages le sont et en même temps quand tu regardes la série, bah tu te sens totalement sur un pied d'égalité là-dessus. Ça me fait penser à Drag Race qui fait un peu la même chose avec plein de références et parfois tu les saisis pas toutes parce que ça peut être des vieux films qu'on n'a pas forcément vus, mais ça te donne envie d'aller creuser encore plus et d'aller voir des classiques et de comprendre justement toutes les petites références qui ont été glissées dans les dialogues. Donc c'est hyper jouissif. Et d'ailleurs, les dialogues vont très très vite. C'est la marque de fabrique de Gilmore Girls. C'est vraiment que les réparties s'enchaînent à une vitesse hallucinante. D'ailleurs, l'acteur qui joue Luke a dit que lui et Lauren Graham avaient dû arrêter de fumer pour pouvoir tenir le rythme. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de souffle pour enchaîner les répliques. Et les scripts étaient beaucoup plus longs que des scripts de séries normales parce que vraiment, il y a une exigence sur le rythme et le débit qui vient aussi de l'amour de Amy Sherman-Palladino pour les comédies screwball où les gens parlaient très très vite dans les années 30. Les comédies loufoques, ouais. Ouais. Et on le sent totalement. Donc là aussi, il y a un côté très désuet, en fait, qui est hyper charmant. Et d'ailleurs, ce rythme, on le retrouve aussi dans la réalisation. Et c'est aussi pour ça que les acteurs étaient particulièrement challengés pendant les prises, puisque on a souvent des plans séquences qui vont permettre d'établir vraiment toute une scène. Donc en gros, la caméra va passer d'un personnage à l'autre sans couper pendant toute la scène. Et donc c'est quasiment comme du théâtre, sauf qu'il y a énormément de mouvements de caméra, ça tourbillonne, c'est un petit peu comme Urgence. The West Wing, ouais, voilà. Urgence qui avait un peu lancé ça quelques années plus tôt et The West Wing qui a été diffusé au même moment que Gilmore Girls. Le walk and talk a été très caractéristique de la série de Sorkin, The West Wing, mais en fait, il y en avait aussi beaucoup dans Gilmore Girls. Et donc, ce côté voilà très rapide, avec une caméra qui ne fait que bouger, tourbillonner dans la pièce, passer de l'un à l'autre, avec donc parfois des pages de répliques entières que les acteurs devaient réciter en une seule prise, bah, ça donne énormément de dynamisme à la série. Et c'est aussi ça qui fait qu'on s'ennuie jamais. C'est-à-dire que même dans les moins bons épisodes de Gilmore Girls, moi, j'arrive toujours à y trouver mon compte parce que ça va très, très vite et il y a quand même toujours des très bonnes répliques. Bon, faut qu'on parle des hommes de cette série. Oui, malheureusement. Ouais, c'est vraiment le plus gros point noir, mais en même temps, c'est ce que les gens aiment aussi. Ouais. Après, ils sont très charmants pour la plupart, donc ça va. Ils sont charmants, mais insupportables. Oui. Rory a une série de petits amis. Trois principaux. Et ils sont tous horribles, chacun à leur manière. Et je sais qu'il y a des gens qui vont s'étouffer en entendant ça, mais c'est vrai. Même mon préféré, quand je vois aujourd'hui l'écriture de son personnage, je me dis c'est hyper problématique. Ton préféré, c'est Jess ? Ouais. J'en étais sûre. Le premier qu'on va rencontrer dans cette série, c'est Dean. Comment tu le décrirais en une phrase ? Il est mignon, mais il est insupportable parce qu'il n'a pas du tout confiance en Rory et en lui-même, je pense. Ouais. Et donc, il est extrêmement jaloux et juste tellement toxique. Et c'est un gros géniard. Ouais, il se plaint tout le temps, quoi. Ouais. Moi, je te rejoindrais, mais j'enlèverais le mignon, en fait. Bah, physiquement, il est mignon. Tu comprends quand t'es adolescente et tu vois, tu le vois la première fois et il est complètement amoureux. Il a les yeux pleins d'étoiles quand il la voit et tout ça. Il y a un côté, tu comprends qu'elle puisse être tombée totalement amoureuse de lui et que ce soit
un peu le premier petit ami idéal. Mais après, dès que tu commences à le découvrir, il est horrible. Ouais, non, vraiment, il est insupportable. Il fait que faire effectivement des crises un peu d'insécurité en fait face à Rory. Leur première rupture, c'est parce qu'il lui dit je t'aime et qu'elle elle se sent pas prête à lui dire en face et qu'il lui tape un caca nerveux en fait. Et pour moi, en plus, un des plus gros problèmes de cette série, et ça vaut pour lui et pour quasiment tous les mecs de cette série, c'est que Lorelai et Rory ne font que revenir vers eux. C'est-à-dire que dans quel monde ton amour de quand t'as 16 ans est encore un des personnages principaux de ta vie romantique quand t'en as quasiment 30, quoi. Dans le sequel là, de Netflix, elle a une histoire avec pratiquement chacun d'entre eux. Enfin, ouais, c'est en comme fait, si ils recyclent. repassent, Quoi. Voilà. Et en fait, ils ont un peu, même ça a joué dans le format, c'est-à-dire qu'ils se disaient on revisite un peu tous les amours passés, c'est bon, mais quoi. c'est horrible. En fait, dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, le mec que t'as daté quand t'avais 15 ans, t'en as honte aujourd'hui, c'est le principe. Ouais, c'est ça, où tu te souviens même plus de son prénom. En fait, c'est ça, tu l'as embrassé derrière le gymnase et c'était tout, quoi. Ouais. Je dis ça m'est jamais arrivé. Le deuxième est bien plus mémorable. Le deuxième est très mignon. Oui, c'est Jess. C'est Jess. Qui est joué par Milo Ventimiglia. Jess, c'est un rebelle. Je t'explique, Jess, il est tout le temps en train de lire des livres, mais il veut pas aller à l'école. Et puis Jess, il est sarcastique et il envoie péter tout le monde sauf Rory parce qu'il est amoureux d'elle. Voilà. Même elle, il l'envoie péter en fait pendant très longtemps. Et d'ailleurs, ça, c'est un énorme cliché, pareil, des comédies ados, que ce soit à la télé ou au cinéma. Mais ils ont vraiment une relation où ils ne font que se chamailler jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'en fait, ils s'aiment. Mais oui, Jess, il a toujours un blouson en cuir noir. Il est sans cesse comparé à James Dean, en fait. C'est vraiment ce type de personnage-là qui est un peu mystérieux, taciturne, qui est un bad boy, mais qui en fait est extrêmement intelligent derrière ses mauvaises performances à l'école, etc. C'est un garçon à problème. Mais très sensible, en fait. Voilà, et qui va s'adoucir et se réformer. Un poète, en fait, c'est un poète. Voilà, qui va se réformer un petit peu auprès de Rory, mais après lui en avoir fait voir quand même de toutes les couleurs. Et lui, pareil, il va revenir dans sa vie à de nombreuses reprises. Lui, je m'en plains jamais parce que Milo Ventimiglia est tellement beau, en fait. Et après, il a atteint un statut culte auprès de beaucoup de spectateurs et de spectatrices grâce à This Is Us, puisqu'il joue le père et en plus, il joue un personnage assez parfait pour le coup, donc une grosse machine à fantasmes. Mais voilà, déjà dans Gilmore Girls, il était extrêmement charmant. Pour le coup, j'ai découvert la série quand j'étais ado et j'avais un énorme crush sur lui, quoi. Ouais, moi, franchement, à 23 ans, j'avais un énorme crush aussi sur lui. Enfin, je me disais vraiment, si j'avais vu cette série à l'adolescence, mais j'aurais été folle de Jess. Et je trouve que c'est le personnage... Il était dans Heroes aussi, après. Ouais, et je trouve que c'est vraiment le personnage de petit ami de Rory qui est le plus agréable à regarder. J'aime bien leur dynamique aussi. Et je trouve aussi que ça correspond à certaines des meilleures saisons, en fait, de Gilmore Girls. Oui, c'est sûr, la 2, 3, Ouais, c'est ça. Parce qu'après, il y a Logan qui arrive plus tard. Lui, c'est vraiment le petit ami des 3 dernières saisons. Ouais, alors moi, j'avais un gros crush sur Logan aussi quand j'ai découvert la série. Et d'ailleurs, quand j'ai retrouvé l'acteur Matt Zucri dans The Good Wife, j'étais trop contente parce que je l'avais adoré dans Gilmore Girls. Mais j'avoue que en le revoyant, il est insupportable aussi. Il a toujours un petit sourire en coin, il est chiant, enfin... Il est hyper snob, il est très riche, comme tu le disais, fils à papa, mais d'une manière qui est vraiment insupportable. Il est condescendant, en fait, mais avec c'est tout ça. le monde. Mais Matt machin est très mignon, quand même. Matt Zucri est très, très mignon. C'est ça. Pour moi, en fait, le truc, c'est que lui et Milo Ventimiglia, ils sont tellement mignons que ça permet aussi d'accepter les défauts des personnages. Mais Jess, il y a un moment où il revient voir Rory quand elle est à la fac et il lui dit... Viens, on prend ma voiture, on s'en va, quitte la fac, on part ce soir. Et c'est là, mais ça va pas la tête, enfin, c'est quoi ce délire? Et je comprends pourquoi tu peux trouver ça un peu romantique quand t'écris un personnage de série ou quand t'es une spectatrice de 17 ans. Mais en fait, c'est atroce. Enfin, il a un côté très manipulateur. Et l'autre, Logan, c'est vraiment le fils de Bourges insupportable qui prend tout le monde de haut. Donc en fait, il y en a vraiment aucun qui est... Et pourtant, il va falloir que tu choisisses fuck, marry, kill sur les 3. C'est assez facile en vrai. Je tue Dean, je couche avec Logan et j'épouse Jess. Putain, moi c'est je tue Dean, ça on est d'accord. J'épouse Logan, il est riche. Et il n'est pas horrible, enfin il est condescendant et tout ça, mais il est pas non plus toxique avec Rory, quoi. Non, mais je m'ennuierais avec lui à la longue. Bon, je sais pas. Alors que Jess... Je trouverais un amant, hein. Enfin il y a pas de problème. En fait, le mec il est hyper riche, t'es sa femme entretenue, il y a pas de problème. Et Jess, par contre, je couche avec lui régulièrement. C'est justement lui mon amant, voilà. Du côté de Lorelai, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes, C'est pas bien mieux. Je dirais que c'est un petit peu mieux quand même. Oui, parce qu'ils n'ont pas 16 ans, en fait. Donc, ils sont un petit peu plus matures.
Mais c'est aussi typiquement le genre de personnage que tu trouves très charmant sur le coup et quand tu les réévalues plus tard avec ton regard un peu plus woke, on va dire, tu dis oh là là, quand même, ça va pas du tout. Après, Max Medina dans la première saison, après, j'ai pas revu tous les épisodes avec lui, mais il est très charmant et pour le coup, il est pas. Je l'ai trouvé vraiment attendrissant, quoi. Ah bah moi, c'est mon préféré. Hein. Ouais, bah ouais. Je l'adore. Et en plus, j'adore cet acteur qui a joué dans Le 10e Royaume, qui est ma mini-série préférée de tous les temps. Ouais, j'adore cet acteur. Bah, je pense que c'est le seul, en fait, qui sort un peu du lot parce que, alors, Christopher, le père de Rory, on nous le vend comme un mec super beau, machin, intelligent et tout, qui est un peu peut-être l'âme sœur de Lorelai. En fait, on se demande pendant plusieurs saisons. Moi, je suis désolée, mais c'est un père absent, quoi. Et même elle est jamais là. Voilà. Et même elle lui dit. Et en fait, quand il revient à chaque fois, c'est le père prodigue qui arrive et tout le monde est content de le voir et tout le monde le trouve fabuleux et on est censé, nous aussi, le trouver un peu fabuleux, alors qu'à aucun moment, je trouve ça fabuleux. En fait, ce mec qui... on sait même pas ce qu'il fait, en fait. Il est tout le temps... Si, il dit à un moment qu'il a trouvé un taf et tout, enfin, justement, qu'il s'est un peu remis sur le droit chemin. Oui, mais oui, on ne remet jamais en question le fait qu'il ne soit pas du tout présent dans la vie de sa fille. Et il le fait un peu plus dans les saisons d'après, mais ouais, c'est un peu limite. Par contre, mais il le fait pour les grands moments, quoi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, je dois avouer que de tous les amants de Lorelai, c'est de loin le plus beau. Ah oui, il est vraiment magnifique, voilà. Ouais. Et il a une moto. Donc, c'est pour ça qu'on y revient toujours un petit peu. Mais la grande âme sœur de Lorelai, c'est Luke. Je le supporte pas. Alors, je sais que là, vraiment, les gens vont s'étrangler. Je sais que la plupart des gens, même s'ils sont d'accord pour dire que les mecs, par exemple, de Rory sont tous horribles, que Rory est chiant, toutes des choses comme ça, tout le monde aime Luke. J'aimais bien Luke quand j'avais vu la série à l'époque. Il était marrant, je voulais qu'il finisse avec Lorelai. En le revoyant aujourd'hui, Luke est insupportable. Il ne fait que se plaindre. La seule personne qui a le droit de se plaindre autant, c'est Larry David. Parce qu'il est drôle quand il le fait. Mais en fait, t'as pas envie de finir avec lui, tu vois. Il se décoince un petit peu au fil des saisons, mais oui, son personnage, en gros, c'est le mec un peu ronchon qui tient le diner du coin, mais qui en fait est pas du tout sociable. Donc, il est pas trop dans la bonne branche professionnelle. Et surtout, il est censé être à l'opposé de Rory et Lorelai, où par exemple, le premier truc qu'on le voit faire, c'est critiquer Lorelai parce qu'elle boit trop de café. Il lui dit c'est mauvais pour sa santé. Alors ça aussi, c'est très 2000. Hein. Et la malbouffe aussi, il est obsédé par la malbouffe. Il arrête pas de leur dire qu'elle mange pas bien, alors que pareil, c'est lui qui leur sert les burgers, tout ça. Donc, il a un côté très dans le jugement, en fait, par rapport à elle. Mais paternaliste, quand même. Ouais, complètement. Et en fait, c'est censé être le guy next door et le bon américain un peu typique, c'est-à-dire qu'il a toujours des chemises à carreaux et une casquette à l'envers. Ouais. Il s'appelle Luke, donc c'est il aime vraiment... faire de la pêche, aller à la pêche. C'est ça, c'est le daron. Avant même d'être daron, il est daron. Et en même temps, il est hyper bien bâti. Tu sens qu'il a fait du football américain quand il était jeune. Et c'est le mec next door, c'est-à-dire que Lorelai, c'est un peu un de ses meilleurs amis, mais elle s'est jamais vraiment posé la question de si elle pouvait avoir une histoire avec lui. Et au fil du temps, forcément, il développe une tension sexuelle entre les deux personnages. Et on sait que c'est un peu le endgame. Sexuel, le mot, un bien grand mot quand même. Ouais, une tension romantique. Ouais. Après, moi, ça, j'ai totalement gobé le truc quand j'ai vu la série la première fois. Oui, moi aussi, évidemment. C'était un gros ship, c'est-à-dire que j'attendais qu'une seule chose, c'était qu'ils finissent ensemble. Et je trouvais ça délicieux, le fait que ça arrive, ça reparte, ça arrive, ça reparte. Oui, non, mais moi aussi. Enfin, c'était une des choses qui m'avait tenue à l'époque, parce que j'avais vu quand même pas mal de saisons et c'était ça, quoi. J'aime beaucoup la tension qu'il y a entre les deux, parce qu'ils ont une bonne alchimie aussi, les deux acteurs. Apparemment, ils se détestaient en plus. Mais ils ont une très bonne alchimie. Par contre... Quand on voit le personnage de Lorelai, en fait, je comprends qu'ils aient voulu faire ça. Et en vrai, on fait souvent ça dans l'autre sens aussi avec les personnages masculins et féminins. Mais il n'est pas à sa hauteur. C'est-à-dire qu'intellectuellement, il sert vraiment à rien. Il est un peu simplé. Alors que Lorelai, c'est quelqu'un qui a énormément de répartie. Et je préfère les relations qu'elle a avec d'autres hommes dans la série quand justement c'est des personnages d'hommes très intelligents. Et Max Medina, c'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est un des profs de Rory. Il est assez brillant. Plus tard dans la série, elle sort avec un mec qui est en fait un collègue de son père et qui est donc aussi un fils à papa qui vient d'un monde qu'elle rejette totalement, mais en même temps ils ont une telle répartie tous les deux que c'est parmi les meilleurs dialogues de la série quand ils sont ensemble. Donc la voir finir avec Luke, tu te dis vraiment elle s'est... ça l'éteint un peu, je trouve, moi. Ouais, c'est ça. Bon. Elle s'est accommodée du mec sympa du coin, mais alors qu'en fait c'est une meuf extrêmement ambitieuse qui mériterait d'avoir un petit peu mieux comme compagnie. Oui, elle est sûre, dès que son évier va être cassé, il va être réparé. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en fait, juste... Et il lui fait du café. Ouais, ok, cool. Mais en fait, il se plaint 24 heures sur 24.
C'est quand même pénible. Enfin, c'est marrant dans une série, mais imagine vivre ta vie avec quelqu'un qui voit tout en noir et qui est tout le temps en train de se plaindre. Ouais, mais c'est vraiment le mec un peu ronchon. Ouais, mais c'est pas charmant du tout. Et c'est censé être charmant, mais je suis désolée, c'est pas charmant, quoi. Ouais. Bah, c'est censé équilibrer, elle, son charme un peu loufoque, mais oui, bien sûr, bien ça marche sûr. pas Non, trop. mais puis surtout, c'est un peu un cliché masculin, je trouve. Mais le truc, c'est que c'est pour ça que je parlais de Larry David tout à l'heure. Larry David, c'est très drôle quand il le fait parce qu'il est fait pour incarner ça. Mais Larry David n'est pas un sex symbole, quoi. Et tu ne l'imagines pas comme un objet romantique dans une série. Au contraire, c'est tourné en dérision parce qu'il est insupportable. Donc bon. Oui, non, c'est ça. Mais Luke, c'est clairement un archétype du mec qu'on est censé vouloir, en fait, en tant que femme. C'est-à-dire un mec simple, mais tu vois, qui est bien Silencieux, ancré, voilà, mais bien ancré dans la terre, qui a des vraies valeurs, qui est protecteur envers toi, qui t'aime, voilà, de manière silencieuse et pas du tout dans la démonstration. Mais en même temps, tu sais qu'il est hyper solide, etc. Mais c'est vrai que oui, quand tu vois Lorelai, enfin, c'est pas le duo qui marche le mieux. Et d'ailleurs, quand ils ont fini par se mettre ensemble dans la série, bah, il a fallu les reséparer parce que ça marchait pas. Et ça, c'est un problème qu'on a dans énormément de séries. C'était comme dans New Girl avec Jess et Nick. Une fois qu'ils se mettent ensemble, ça fonctionne plus trop et t'es obligé de mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça aussi qui a donné les très mauvaises, enfin les de plus en plus mauvaises saisons de Gilmore Girls à la fin, puisque en gros, spoiler, ils se mettent ensemble à la fin de la saison 4. Ouais. Et les saisons 5, 6, 7, qui correspondent aussi au moment où Rory est vraiment dans sa vie adulte, elle est plus trop à Starzolo, sont moins bonnes. Je trouve que c'est en partie à cause de ça. Et aussi, ils ont voulu ramener une fille cachée à Luke à la dernière minute. Elle est insupportable, elle. Ouais. Dans mon souvenir, elle est vraiment insupportable. Ouais, et en fait, tout ça, c'est aussi parce que comme Rory vit sa vie, elle est beaucoup moins souvent avec sa mère, parce que sinon, ce serait pas plausible. Et en fait, il y a de plus en plus de décors qui sont plus à Starzolo. Et donc, ils ont cherché à mettre de plus en plus d'intrigues secondaires. Et donc, on a la vie romantique de Lane, dont on se tape vraiment. Et avec son coloc, là. Voilà, avec son coloc et son groupe de musique. Il y a la fille cachée de Luke, il y a en fait la vie de Sookie de manière vraiment très détaillée. Enfin, après, j'aime bien son mari à Sookie. Moi aussi, et ils ont une super dynamique tous les deux. Mais en fait, on sent qu'il fallait meubler de plus en plus parce que les deux actrices principales passaient moins de temps ensemble pour les besoins de la série. Et ça marche pas toujours. Et donc vraiment, les 3 dernières saisons, moi, je les ai jamais vraiment revues. J'ai revu quelques épisodes par-ci par-là, mais elles sont beaucoup moins bonnes. Je voulais faire une petite section pour finir rapid fire avec des petites questions sur tes préfs de la série. C'est quoi tes 3 personnages préférés? Pour moi, je pense que c'est clairement Lorelai, Emily et Babette. Ah, d'accord. Okay. J'adore Babette. Enfin, parce que s'il faut choisir un personnage un peu secondaire, je la trouve vraiment trop drôle. Elle a une voix très éraillée. Elle parle tout le temps de son chat et elle a une super vie avec son mari. Je l'adore. C'est qui, toi, tes 3 préférés? Moi, j'ai mis Lorelai, Emily et Sookie. Voilà, c'est pas très original. Les 3 pires personnages. Dean et Dean. Ah non, non, mais si tu veux. Hein. En vrai, on n'a pas mentionné Paris, mais en fait... Elle n'est pas dans les pires personnages. Non, en 3e meilleur personnage, en vrai, j'aurais mis Paris. Oui, moi, j'ai hésité à la mettre dedans aussi, j'aime bien. Parce que, et c'est Lisa Vale qui ensuite a joué dans How to Get Away with Murder et qui joue un personnage extrêmement cynique, qui est un peu le pile du face de Rory, qui est aussi une très très bonne élève, mais qui est hyper stressée partout et hyper cynique et méchante. Ouais, je l'adore. Et ouais, elle est tellement divertissante. C'est ça. Et c'est aussi une très bonne actrice qui arrive à sortir ses répliques très très vite et ouais, elle est très très fun. Ouais, dans les pires, t'as mis qui, toi? Moi, j'ai mis Luke, Dean et Rory. Je mettrais Dean et Rory, mais je mettrais pas... Moi, je l'aime bien, Non, Luke, mais quand Luke, même. il est sympa, mais c'est juste qu'il m'a tellement énervé pendant ce revisionnage. Vraiment, je sais que je suis pas très cool, là, mais il m'a vraiment énervé. Sinon, à la place de Luke, j'avais mis Michel, sinon. Parce que, alors, vraiment, Michel... j'aime pas les faux accents français, j'aime pas ce genre de trucs, ça m'énerve tellement quand ils font ça dans les séries américaines. Ton épisode préféré, c'est peut-être le même que le mien, je pense. C'est celui du concours de danse? Ouais. Celui du concours de danse, donc il s'appelle They Shoot Gilmore's, Don't They, qui est aussi une référence pop culture, comme beaucoup des titres de Gilmore Girls. C'est l'épisode de la saison 3 où il y a un concours de danse de 24 heures dans la ville. Il faut savoir que c'est aussi un des grands charmes de Gilmore Girls, c'est qu'il y a toujours des événements absurdes dans la ville. Et ça aussi, c'est très petite ville. J'avoue que dans les petits villages en France aussi, on peut voir des trucs un peu chelous comme ça. Ouais, mais à ce point, ça fait vraiment beaucoup. Là, c'est tous les épisodes, il y a un truc chelou. Bah, surtout que là, ils ont un méga budget. C'est-à-dire que pour une petite ville, c'est pas très crédible, même si c'est une blague récurrente sur comment ils vont trouver l'argent pour faire tous ces trucs. Mais il y a toujours des festivals absurdes. Le truc avec les paniers aussi, c'est très drôle. Ouais. Mais donc, je sais pas si tu veux raconter ce qui se passe dans celui de la compétition de danse.
Lorelai est en compétition avec Kirk, qui gagne tous les ans. Parce que le principe, c'est de rester sur la piste de danse pendant les 24 heures, ou le plus tard possible d'être le dernier couple à rester. Et elle avait trouvé un partenaire, mais en fait, la femme du partenaire est jalouse, parce qu'elle a vu une photo de Lorelai. Et donc, elle demande à Rory de le faire avec elle. Donc, elles se retrouvent toutes les deux habillées enfin, elles sont en jolie robe des années 30 avec une jolie coiffure et tout ça. Et elle commence le marathon. Et sauf que c'est au moment où est en train de se cristalliser à la fois la fin de la relation entre Dean et Rory et le début de la relation entre Jess et Rory. Donc Dean est présent dans les gradins pour les regarder. Et Jess arrive avec sa copine du moment pour rendre Rory jalouse. Et ça marche. Ça marche totalement. Et Dean le voit aussi. Et donc, au milieu du marathon, alors que Lorelai s'est cassé le talon et qu'elle est allée le réparer, ce qui n'est pas du tout crédible, enlève juste tes chaussures. À ce moment-là, tu n'as plus envie de porter de talon de toute façon. Dean la remplace auprès de Rory et là, il rompt avec elle en fait. Sur la piste de danse devant tout le monde parce que c'est un énorme connard. Exactement. Et Jess est en train d'assister à ça en plus et de se délecter un petit peu, même si on sent que ça lui fait de la peine de voir... Ouais, mais c'est un peu, il est content quand même. C'est pas un énorme connard aussi. Donc il a eu ce qu'il voulait. Et c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que je l'adore. C'est-à-dire que j'adore la relation entre Jess et Rory. Enfin, c'est une de celles que j'ai préférées dans la série. J'adore le fait qu'elle rompe enfin avec Dean. Et c'est un épisode qui cristallise vraiment tout ce qu'il y a de super bien dans Gilmore Girls. C'est-à-dire qu'il y a le côté totalement loufoque de l'événement de la ville. Il y a beaucoup d'humour. C'est très charmant. Et en même temps, ça se termine sur une note qui est extrêmement mélancolique. J'adore la fin où c'est quand même Kirk qui gagne, puisque justement à la dernière minute, Rory a eu sa rupture. Donc j'aime bien le fait que ça se termine pas du tout sur un triomphe, mais sur Kirk qui est en train de faire des tours de gymnase avec son trophée sur la musique de Rocky et qui est trop content. Et au milieu de la piste, il y a Rory et Lorelai qui sont enlacés et Rory qui est en train de pleurer dans les bras de sa mère. Et donc c'est une touche très douce amère pour finir l'épisode. Et en même temps, on sait qu'il y a la relation avec Jess qui va commencer et en plus... Ils ont une scène, et ça j'adore. Je crois que c'est le moment le plus romantique de Gilmore Girls. Il parle de Dean et il dit c'est un gros con de t'avoir fait ça ou un truc comme ça. Et Rory, elle lui dit non, c'est pas un con, il a raison sur tout ce qu'il a dit, sur ce qu'il y a entre nous. En tout cas, de mon côté, c'est ça. Et il lui dit de mon côté aussi. Et il lui dit t'as vraiment rompu avec Dean? Et elle dit oui. Et il dit il faut que j'aille faire quelque chose et je reviens. So, what now? You've definitely broken up with Dean. Yeah, I'm definitely broken up with Dean. Okay. I'll have to go take care of something then. Et du coup, on sait qu'il va aller rompre avec sa meuf et c'est trop mignon. Ouais, franchement, c'est trop bien. Ouais, non, vraiment, j'adore cet épisode. Après, il y en a un que j'adore dans la saison 2. Je crois que je te l'avais envoyé pour que tu le revoies. Principalement parce que dedans, Lane touche les cheveux du mec sur qui elle a un crush. Et j'adore cette scène parce que ça aussi, pour moi, c'est un truc qui est tellement spécifique et tu peux ressentir à la fois pourquoi elle aurait fait ça et toute l'humiliation que ça engendre puisque donc elle a un crush sur un mec qui joue dans l'orchestre du lycée avec elle. Et elle est fascinée par ses cheveux, il a des très beaux cheveux. Et en fait, à un moment, pendant les répétitions, elle arrête pas de fixer ses cheveux et elle passe sa main dans les cheveux du mec de manière inconsciente. Et au moment où le mec se fige et se retourne, elle comprend ce qu'elle vient de faire devant tout le monde et elle part en courant. Et c'est vraiment le truc le plus honteux que tu puisses faire pour une adolescente. Ah ouais. Et j'adore en fait la manière dont la série a très bien capté ce que ça fait d'avoir un crush quand on est ado, mais même quand on est adulte aussi, et que parfois on a juste vraiment envie de passer sa main dans les cheveux de quelqu'un et qu'on peut pas s'en empêcher. Et c'est aussi un épisode qui a plein de très bonnes répliques, donc je l'adore. C'est dans la saison 1, je crois, pas dans la saison 2. Oui. Oui, parce que c'est au moment aussi du début de la relation avec Max Medina. Ah oui, c'est l'épisode de la neige. Oui, exactement, c'est l'épisode 8, je crois, de la saison 1. Et il y a Lorelai qui, à un moment, justement, elle a ramené Max Medina chez elle. On pense qu'ils vont enfin coucher ensemble. Ils ont eu une super date pendant toute la soirée. Et en fait, elle peut pas parce que Lane s'est réfugiée chez elle. Donc, elle lui dit, va dormir sur le canapé à Max. Et elle lui passe la main dans les cheveux aussi. C'est très mignon, ce moment. Et en plus, il y a toute l'obsession de Lorelai pour la neige, qui est un truc un peu récurrent dans la série. Et c'est aussi pour ça que nous, on adore le côté automne, le début, les premiers flocons de l'hiver. Et elle passe tout l'épisode à dire, il va neiger, ça y est, c'est la première neige, je suis trop excitée. Et évidemment, la première neige se met à tomber au moment où elle croise Max Medina et où ils passent leur premier date ensemble. Donc, c'est un épisode qui est extrêmement romantique, qui est très drôle et qui montre, encore une fois, tout le charme de Gilmore Girls. T'as jamais vu le final, du coup? Si, je crois, il y a longtemps. Je sais que Lorelai et Luke finissent ensemble et que c'est un peu le sujet du final, d'après mon... Et il y a aussi Logan qui veut demander en mariage Rory ou un truc comme ça et il se fait envoyer bouler, non? Un truc comme ça?
Ça, c'est dans l'avant-dernier. En fait, Rory reçoit son diplôme. Et pendant sa fête de post-diplôme chez ses grands-parents, Logan la demande en mariage en public. Donc, encore une fois, un homme affreux. Elle est là, waouh, waouh. Et en fait, elle répond rien puisque on sent qu'elle est un petit peu ambivalente. Et donc, dans le final, elle était censée passer un peu l'été avec sa mère après la fac, tout ça, avant de chercher un taf. Et en fait, elle trouve un taf à la dernière minute pour couvrir la campagne de Barack Obama. Et donc, elle doit partir en urgence 3 jours plus tard. Elle est un peu mise sous pression pour faire ses adieux à toute la ville de Stars Hollow et en même temps donner sa réponse à Logan. Elle lui dit non, ce que je trouve assez chouette. Pour la fin de la série, à ce moment-là, Luke et Lorelai sont un petit peu en froid, puisque ils ont eu une relation qui n'a pas marché, tout ça. Lorelai a fait un karaoké plusieurs épisodes plus tôt, bourré, où elle a chanté I Will Always Love You en fixant Luke dans les yeux. Et donc elle est hyper gênée et lui, il n'a rien fait depuis. Et donc dans le final, Luke passe tout son temps à organiser une soirée de départ pour Rory sans que Lorelai le sache. Et donc la série se termine sur ça. Lorelai apprend par Sookie que c'est Luke qui a fait tout ça et elle est tellement touchée qu'elle va le voir, elle l'embrasse. Et donc ça se termine un peu comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette dernière saison a été faite sans les Palladino, donc Amy Sherman Palladino et son mari, qui étaient là depuis le début, puisque la série avait changé de chaîne à ce moment-là et pendant la renégociation des contrats, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc cette saison est honnêtement moins bien, même si Amy Sherman Palladino avait sélectionné quelqu'un de confiance pour être showrunner à sa place, mais on sent qu'une fois que le couple est parti, il n'y avait plus trop l'équilibre et l'alchimie qu'il y avait. Et elle n'a pas pu finir la série comme elle voulait la finir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu le revival en 2016, puisqu'elle a enfin pu finir la série sur les 2 mots qu'elle avait choisis pour la fin. Ah oui, c'était quoi ça déjà ? C'est I'm pregnant. Oh là là, et c'était qui était censé... Rory. Elle était censée dire ça à sa mère, c'est horrible comme fin. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle voulait un peu le côté, tu vois, genre oui, c'est cyclique. Le cycle, oui, voilà. Mais enfin bon, si elle lui dit ça à 23 ans, non, quoi. Ouais, je pense que il y avait clairement le truc. Après, j'aime bien l'idée de terminer sur un cliffhanger, mais du coup, le revival, moi, j'ai pas trop aimé. Enfin, je trouve qu'il sert un peu à rien. C'était des épisodes très longs en plus qui duraient genre 1h30. Il y en avait un par saison, donc il y avait 4 épisodes. Voilà. Moi, j'avais commencé à le voir, ça m'avait gonflé. Ouais, c'était pas très bien. Et en fait, Rory repasse un petit peu à travers justement tous ces anciens mecs. Donc t'as envie de dire, putain, meuf, t'en es toujours là. Enfin, arrête avec Jess, tu vois. Enfin, c'est bon, non, c'est surtout, fini. normalement, t'as une vie maintenant. T'as pas rencontré un collègue mignon. Ouais, un truc comme elle ça. a un mec en fait qui est un nouveau mec, mais elle couche avec Logan en secret. Donc encore une fois, Rory est une personne affreuse. Elle trompe son mec avec Logan. Oui, après avec Dean, elle couchait avec Dean alors il était marié même. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, non, c'est toujours une affreuse personne. Et donc elle recroise Jess aussi. Et à la fin, elles sont dans le petit square. Et elle dit à sa mère, je suis enceinte. Et on sait pas trop de qui. Je crois que c'est censé être un peu le mystère, c'est qu'on sait pas de qui elle est enceinte. Et ça se termine sur ça. C'est un peu nul. Oui, je veux bien le croire. C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous les Pikies de nous écouter toutes les semaines. C'était le dernier épisode de cette petite saison de PIC. On revient très vite, mais en attendant, vous pouvez nous retrouver dans notre autre podcast, Amis, pour une nouvelle saison où on va parler des navets, mais qui sont en réalité des chefs-d'œuvre. Tout à fait. Et ça s'intitule Navet ou chef-d'œuvre. Ou Naouche pour les intimes. Voilà, je n'adhère pas à ce sigle. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.